Vous écoutez France Culture. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Ceux qui pensent que la nomination du gouvernement Félix Gaillard est le grand événement de novembre 1957 en France peuvent aller se coucher. Mais ceux qui pensent que c'est la sortie parisienne de Frankenstein s'est échappé de Terence Fisher, eux sont autorisés à veiller. Et ce pour écouter ce mauvais genre spécial Hammer, dû à la parution de l'ouvrage de Nicolas Stanzik dans les griffes de la Hammer aux éditions Scali. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le mauvais genre spécial cinéma de ce mois de septembre. Je salue sans plus tarder notre invité Nicolas Stanzik. Bonjour. Bonjour, né à Poitiers en 1978, c'est ce qu'on apprend de vous. C'est bien ça. Voilà, vous confirmez, très bien. Donc vous êtes avec nous, je le répète, pour un ouvrage très, très nourri, très fourni. D'ailleurs, on va voir pourquoi. Alors, Les Griffes de la Hammer, paru chez Scali, avec une couverture qui ne laisse place à aucune ambiguïté, puisque c'est la couverture de quel film ? Le cauchemar de Dracula. Le cauchemar de Dracula. Vous serez confronté, vous, jeune homme, à deux grognards de la critique. Monsieur Rouillet. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rouillet, qui va bien ? Très bien. À quoi a-t-il occupé ses vacances, monsieur Rouillet ? Aller sur les traces de Orson Welles en Espagne. Ni plus ni moins. De Jess Franco, bien évidemment. De Jess Franco, et j'ai retrouvé le lieu où on a tourné La Folie des Grandeurs. Émotion. Les jardins. Émotion. Émotion, voilà. À votre gauche, monsieur Toré. Bonsoir, monsieur Toré. Bonsoir, François. Toi, qui occupait ses vacances, monsieur Toré. Travail. Vacances, Voilà. Il occupait ses vacances. Voyage mental, moi, contrairement à Philippe. Voilà, pour votre grand livre sur Michel Lhomme. Se prépare, mais il est toujours empêché par d'autres petits livres à faire, d'autres petites choses. Donc voilà, il sortira. Très bien. Donc, Nicolas Stanzik dans Les Griffes de la Hammer. Alors, on peut dire d'ores et déjà que, vu le type de l'ouvrage, vu sa bibliographie, vu les enquêtes chiffrées qu'il offre, c'est une thèse universitaire. Il ne faut jamais dire ça, parce que ça fait peur au lecteur. Voilà. Mais alors, on va dire au lecteur que ça n'a rien à voir avec le style thèse. Ça a le sérieux d'une thèse, mais ça a le palpitant d'un roman. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est donc plutôt que c'est un essai dont la première version brouillon fut une thèse. Voilà. Exactement. Oui, c'est bien ça. Mais d'ailleurs, dès l'époque universitaire, en fait, j'avais en tête d'en faire un livre. Donc, je prenais prétexte de mes recherches universitaires pour travailler à ce livre. Et quel est le professeur assez fou On a tous fait ça. Pour avoir accepté un sujet pareil ? C'était Christian-Marc Bosseno, et c'était à la Sorbonne, à Paris. Alors, c'est un style assez classique qu'on appelle les thèses de réception. C'est la réception. Alors, au lieu de s'appeler dans Les Griffes de la Hammer, ça aurait pu s'appeler De la réception critique et publique de l'œuvre fantastique de Terence Fisher en France de 1950 à 1970. Mais ça aurait été beaucoup moins drôle. Mais comme c'est ça, moins vendeur, voilà. quand même. Voilà, c'est moins vendeur. Ça s'appelle donc Dans les Griffes de la Hammer. Ça paraît chez Scali. C'est donc le sujet essentiel de notre émission de ce soir. En effet, on va voir un petit peu la manière dont les Français, que ce soit le public, que ce soit les fans ou que ce soit la critique sous toutes ses formes, a reçu ces films de Terence Fisher. Et on commence bien évidemment par une bande-son, la bande-son française du cauchemar de Dracula. Après avoir fait régner une horrible terreur pendant plus d'un siècle, le roi des vampires fut enfin traqué dans son repère, un château des Carpates. Depuis fort longtemps, on cherchait à le détruire, mais jusque-là, tous les efforts avaient échoué. Enfin, apparut un adversaire qui possédait suffisamment la science des vampires pour lui porter le coup mortel.
Voilà ce qu'il devint. Des milliers d'êtres humains avaient été les victimes du vampirisme. Et maintenant, le mal avait été frappé à sa source. Seul restait le souvenir du monstre. Le souvenir de la plus hideuse et de la plus terrible créature qui ait jamais terrorisé l'humanité. À votre avis, Nicolas Stanzik, le ton, la voix, la gravité, le sérieux avait un peu assez gaulien de l'époque pour présenter des films qui étaient quand même considérés comme des films douteux, inquiétants, infréquentables. Le style quand même du monsieur qui fait la voix est tout à fait sérieux, presque académique. Ah, tout à fait. Mais c'était d'ailleurs les grandes VF de l'époque, c'était les grands acteurs qui faisaient à cette époque-là des VF. Et du coup, effectivement, oui, ça peut paraître un peu étonnant quand on entend ça aujourd'hui, cette espèce de décalage entre le sérieux affiché de ces films et la manière dont ils étaient considérés, c'est-à-dire comme... ça relevait tout simplement de la culture infantile à l'époque. C'était vraiment l'argument qui revenait le plus souvent. Dès 1957, et je crois pendant à peu près 10 ans, jusque vers 68-69, systématiquement, le cinéma fantastique dans son ensemble, et principalement les productions Hammer, sont d'abord attaqués comme étant des films conçus ou pour des enfants, des attardés, on va dire, parce que ça ne pouvait pas non plus être pour des enfants, évidemment, donc ou pour des attardés, ou alors tout simplement pour un public de dépravés, de pervers. Pour des pervers et des évidemment. dépravés. Mais alors, vous dites effectivement, page 30, que la culture fantastique cinématographique des Français est inexistante. Mais il faudrait peut-être nuancer, elle est inexistante en tant que culture de genre, mais il y a quand même toute une tradition française à laquelle les Français sont plus ou moins habitués, du cinéma fantastique. Le cinéma de Vichy, sous Vichy, était quand même baigné dans le fantastique. Le réalisme fantastique d'avant-guerre a quand même eu un énorme succès. Et puis des gens comme Cocteau ou Franju faisaient un cinéma aux frontières du fantastique, même totalement immergé dans le merveilleux. Donc il y avait une absence de culture de genre, de cinéma de genre fantastique, mais il y avait quand même un goût et une présence du fantastique dans le cinéma français. Voilà, c'est tout le problème. C'est la question du genre. Si on prend par exemple un exemple tout à fait symptomatique, si on prend les éditions de la Pléiade des œuvres d'Edgar Allan Poe, ce qui a marqué dans l'avertissement, c'est que c'est tout simplement, ça aurait pu être à la limite édité en tant qu'œuvre de Charles Baudelaire, c'est-à-dire le traducteur d'Edgar Allan Poe. Ce qui intéresse, là c'est révélateur, c'est l'auteur avant le genre, c'est vraiment ça. Et dans la question du rapport au cinéma fantastique en France, c'est vrai que depuis Méliès, prenons Méliès. Pourtant, Brême a fait une part énorme au merveilleux et à l'inspiration macabre, gothique, voilà, à sa manière. Tout à fait. On ne s'est jamais intéressé en tant que tel au fantastique. On s'est intéressé à des auteurs, on s'est intéressé plus tard à Carnet, quand il était avec Prévert, qu'effectivement on avait le réalisme poétique. Oui, dans le poétique fantastique, le visiteur du soir. Mais peut-être qu'à mon sens, il n'y a pas de considération. Je suis évidemment d'accord avec vous deux sur l'idée qu'il n'y a pas de considération en France du cinéma en tant que genre à cette époque, mais c'est parce que ça correspond à la réalité. On parle toujours de Cocteau, de Franju, de Méliès, mais ils n'ont pas toute leur carrière qui est tournée vers le fantastique. Et c'est un fantastique, je pense à Cocteau, qui est très poétique, personnel. Méliès, même s'il a fait des œuvres gothiques, on garde de lui, déjà, il est très mal connu. Donc en plus, il a disparu. Il a disparu, très mal connu. Ouais. Et à cette époque-là, on a une vague idée du voyage dans la Lune, et ça s'arrête un peu là. Et Franju, effectivement, il y a les yeux sans visage, mais il n'y a pas que ça. Et quand on parle de Carnet, de toute façon, Carnet n'est pas un type qui s'intéressait au fantastique. Il fait clairement Les Visiteurs du Soir comme un truc à clé, parce qu'il y a l'occupation nazie et qu'il ne peut pas aborder... Le cœur continue de battre. Voilà, de c'est la ça. France. Il faut bien voir que... par rapport à la censure, c'est un paradoxe, mais on vient chercher le fantastique par rapport à la censure. Et c'est quand même eux-mêmes, si on allait les chercher, et si on allait interviewer Carnet sur le fantastique, ils risquaient pas de se mobiliser pour la Hammer en 1957. C'est pas du tout ce qui l'intéressait. Donc, à partir de là, et puis alors, il y a quelque chose qui est très très important dans le livre de Nicolas Stanzik, c'est... contextualiser, c'est-à-dire expliquer ce désamour, mais aussi il y a une réalité que les cinéphiles d'aujourd'hui ne perçoivent pas, c'est qu'aujourd'hui on a tout disponible avec le DVD, la VHS, la télévision. En 1957, quand arrive Frankenstein s'est échappé, il faut bien comprendre que les Français moyens
ne connaissent pas les Frankenstein de James Whale. Ils ont beau dater de 1930 et être aujourd'hui considérés comme des classiques absolus, ces films-là ne sont pas vus. Donc, quand Jean-Paul Torok, dans Positif, en 1961, parle des films Hammer, il est obligé de rappeler qu'il y a eu des films sur Frankenstein, voilà, sur justement, Dracula. c'était ma C'est- deuxième question, c'est quelle mémoire avait-on gardé? Alors, la réponse a été donnée par Philippe, mais je pose néanmoins ma question. Pose la Monsieur suivante, Rouillet, la question était, quelle mémoire avait-on gardé de cette tradition de la Universal dont la Hammer était censée retravailler les thèmes? Alors, la réponse est là, effectivement, aucune. Là aussi, le aucune, monde mais si, il y wellien... a une exception quand même. Il y a quelques petits personnages isolés qui ont été extrêmement importants, et là, on pense évidemment à Jean Boulet. Alors, justement, Voilà. ça c'est bien dit. C'est pour ça que je disais le français moyen. C'est-à-dire Voilà. même cinéphile moyen, Jean Boulet étant, je vous laisse le soin de le présenter, une sorte de monstre. Jean lui-même. Boulet, c'est Tout à fait, notre c'était- parrain. Jean-Baptiste Toré. Oui, en fait, ce que je trouve intéressant par rapport à cette question à la fois du genre, de la façon dont tout ça est perçu, c'est que en lisant ce livre, on pourrait dire que finalement Nicolas Standig aurait pu prendre aussi un autre objet, presque, qui aurait été notamment par exemple le cinéma érotique ou libertin, Bien sûr. et dresser à partir de la réception du cinéma érotique ou libertin, finalement la même cartographie, celle de la même vision, la même photographie d'une presse qui est globalement puritaine, évidemment liée à la question de l'imaginaire, du sexe, etc., de la censure. Et en fait, je me demandais finalement si ce livre-là, pour vous, c'était pas aussi une façon, parce qu'il y a la question, on peut se poser la question et de se dire, finalement, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ça? Est-ce que cette espèce de combat, finalement, permanent entre, d'un côté, on pourrait dire Télérama, qui est le grand boogeyman, la grande figure, même encore aujourd'hui, finalement, du cinéma, du petit bourgeois, catho qu'il faut pas aimer, puritain, etc. Et est-ce qu'entre ça et le cinéma fantastique d'alors, donc la Hammer, il n'y a pas finalement une sorte de couple objectif? Oui. Je veux dire qui a toujours eu lieu, parce Bien que sûr. pour qu'il y ait du puritain, il faut qu'il y ait la volonté de transgresser d'un côté. Pour qu'il y ait de l'hyper-catho, il faut qu'il y ait évidemment un sadien de l'autre. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont vous montrez, après j'aurais quand même une petite réserve, une petite question à vous poser, vous montrez très très bien comment finalement, il y a d'un côté, on pourrait dire une société bourgeoise, corsetée, évidemment reflétée via la société puritaine dans les films de la Hammer, les films gothiques, parce que vous parlez précisément des films gothiques, vous mettez de côté quand même d'autres productions, vous êtes très centré sur les films gothiques, donc il y a bien un couple objectif entre les deux, et on pourrait dire que ce couple-là a continué de perdurer entre, d'un côté, on pourrait dire, oui, les bourgeois et les anti-petits Mais ça continue bourgeois. encore aujourd'hui. Avec- On sent mais- même des fois une espèce de numéro. Il y en a qui coupent les oignons, l'autre qui pleure. Oui, mais si je ce n'est que... transgresse, Voilà. tu Si- me condamnes. Si Enfin, ce je n'est veux qu'on dire, pourrait dire qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est très artificiel. Voilà, quoi. ce débat qui avait lieu sur la place publique dans des revues qui marchaient, qui étaient centrales, aujourd'hui finalement a lieu sur Internet. Et on pourrait presque dire que votre livre, il stigmatise bien la dimension qui est quand même véritable, très réactionnaire parce que on pourrait dire du fan. De l'amateur de genre. C'est ça qui est aussi que je trouve intéressant. C'est que quand on lit votre livre, on comprend très très bien finalement que Télérama, Bidi Bini Fantastique, par moment, c'est le même combat. Même combat. Bien sûr. Ce qui est, Nicolas à la Stanzik. limite, ce qui est révélateur, c'est quand on lit les articles de presse de Gilbert Salakas ou de Jacques Siclier dans Télérama au moment de la sortie Qui du après cauchemar ont de fait Dracula. repentance. Après, ils ont fait repentance. Alors Siclier, évidemment, Siclier. ils détruisent les films littéralement, mais qu'est-ce qu'ils en parlent bien? C'est-à-dire qu'ils lisent parfaitement ces films-là, ils comprennent Mais parfaitement alors, toutes justement, toutes les séquences de vampirisation, toute la dimension L'érotisme. érotique. Il y a qu'à écouter la manière dont Christophe Beer, donc on ne peut pas accuser d'être un agent de la répression, la manière assez gourmande qu'a Christophe Beer, qui n'est pas là aujourd'hui, de lire justement les textes du comité de censure. Il lit ça au contraire comme si c'était des textes apologétiques. Donc par cette espèce de lecture qu'il a faite, notamment je me souviens d'une soirée à Beaubourg, il montre bien que sous la condamnation factuelle, il y a quand même quelque chose de plus mystérieux. Oui, parce que ce qui est très intéressant, c'est de se dire que le fou furieux de Télérama, de l'époque, il y en a encore aujourd'hui, et le fou furieux du fandom, celui qui va défendre bec et ongles, là pour le coup, bec et griffes, les films de la Hammer, sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils se comprennent. C'est ça qui est passionnant. Et moi, la question que je me posais en lisant ce livre, c'est de me dire, bon, si on sort de cette dialectique, on peut dire le petit bourgeois d'un côté, et puis le réac anti-petit bourgeois de l'autre, mais c'est les mêmes tout ça. Si on sort de cette dialectique-là, finalement, comment est-ce qu'on qualifierait l'esthétique des films de la Hammer? Voilà. Qu'est-ce qui reste de Qu'est-ce ça? qui reste de tout ça? Nicolas Stanzik. À mon sens, Hors des problèmes moraux, éthiques, encore une fois, bien c'est autre sûr. chose. il y a différentes réponses possibles à ça. C'est-à-dire qu'on peut considérer le corpus Hammer comme un ensemble, mais on peut aussi, au sein du corpus Hammer, isoler Bien le sûr. cas de Terence Fisher. Et moi, j'aurais tendance à isoler le cas de Terence Fisher parce qu'évidemment,
il m'apparaît comme un auteur à part entière. Et dans le cas de Fisher, quand on regarde l'évolution de son cinéma, ce qui se passe entre, par exemple, Frankenstein s'est échappé, son premier film gothique, et Frankenstein et le monstre de l'enfer, son dernier film gothique en 1973, on voit vraiment très nettement une évolution qui va vers une épure. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient d'une rhétorique classique, qui est vraiment l'héritier d'un Hitchcock, d'un Fritz Lang, voilà pour résumer, et qui, en même temps, tout au long de sa carrière fantastique, va tenter d'épurer au fur et à mesure tout ce qui relevait d'une rhétorique classique, jusqu'à faire donc son dernier film qui est presque, comment dire, qui est d'une austérité vraiment étonnante. Et à mon avis, on peut parler de modernité dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de faire continuer à exister une forme classique tout en la réduisant à sa plus simple expression. Voilà. Donc, quelque part, pour moi, Fisher, c'est un cinéaste qui a participé à un moment donné à la modernité des années 60-70. Alors, voilà. c'est pour ça que cette question effectivement de l'épure progressive, de la modernité, comment je passe effectivement, je sais pas, de Fischer première manière à Bresson, hein, c'est cité à mon dans l'entretien. En même temps, Frankenstein et le monstre de l'enfer n'est pas très Non, bressonien. mais bien entendu. Non, mais la question, c'est de se dire finalement, quand on fait ce mouvement-là, et moi, c'est la question que je me suis posée une grande partie du livre, et peut-être d'ailleurs via la réception de votre livre aussi, c'est-à-dire qu'en sorte de mise en abîme, je suis aussi allé lire ce qu'on avait écrit sur votre livre, et notamment cette idée qu'il y avait une espèce de lien permanent entre, on pourrait dire d'un côté, la contre-culture, l'émergence du mouvement évidemment post-68, et puis la Hammer. Or, moi, il me semble, alors j'ai sans doute tort, mais vous allez me dire pourquoi, qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est-à-dire que je ne vois pas du tout en quoi, hormis un contexte évidemment politique, historique de l'époque, évidemment un désir de sortir des gonds d'une société corsetée, etc., en quoi le cinéma de Terence Fisher, prenons d'ailleurs lui en tant qu'auteur, et ne parlons pas de la Hammer, encore une fois, en quoi le cinéma de Terence Fisher porte en lui les germes de la contre-culture, tel qu'on en parle en général, autrement dit plutôt sur le cinéma italien de l'époque et américain de l'époque. Alors attendez. Donc, est-ce que ce classicisme progressif produit de la contre-culture ? Ça, pour moi, c'est un paradoxe total. Fisher, c'est le cinéaste de la dualité, c'est-à-dire que on a à la fois, à mon avis, des éléments évidemment contre-culturels dans ses premiers films fantastiques. Quand je prends le cauchemar de Dracula, il me semble évident que ça parle de la même chose. Pour prendre un exemple vraiment emblématique, ça parle de la même chose qu'I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones quelques années plus tard. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce d'appel à l'orgasme. À l'orgasme, oui, voilà, c'est une belle manière de le résumer. This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting. Oh, you must help me. You must. You're my only hope. You must. I'll help you. I promise. Voilà, Nicolas Stanzik, dans les griffes de la Hammer chez Scali, notre invité de ce soir, a été brutalement interrompu par l'irruption du conte. Reprenez, cher ami, votre réponse à Jean-Baptiste Toré. On était en plein orgasme, alors maintenant. Donc voilà. Sympathie pour The Devil, on en était là. Pleased to meet Donc you. il y a quelque chose qui relève évidemment de la contre-culture dans les premiers Fisher, et en même temps, je pense que c'était pas, comment dire. C'était pas la chose qui lui tenait le plus à cœur, en fait. C'est-à-dire qu'il était aussi attiré par d'autres éléments. Et ce qui l'intéressait, évidemment, à un moment donné, c'est effectivement d'épurer son cinéma. Donc, pourquoi je parlais de dualité ? Tout simplement parce qu'il y a eu à un moment donné cette attirance pour une esthétique à la fois baroque, puis à un autre moment pour quelque chose d'épuré. Et en même temps, il y a un discours subversif dans ses films, et en même temps, il est l'héritier d'une certaine conception puritaine du péché. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes sortes de contradictions fascinantes dans son œuvre, que ce soit esthétique, que ce soit thématique, qui font que, à mon sens, quelqu'un comme Terence Fisher peut à la fois relever de la contre-culture et en même temps ne pas être réduite à cette notion de contre-culture. Voilà, je pense que ça peut répondre.
Alors Nicolas Stanzik, vous interrogation. essayez un peu de formaliser ce qui a été la nature du choc ressenti par le spectateur ou la critique à la vision des premiers films gothiques donc, de la Hammer en novembre 1957. Alors, vous mettez l'accent sur deux choses, le mélange du sexe et de l'horreur, qui avant n'était pas forcément lié, ou le fantastique fonctionnant sur une sorte de répression, une absence de sexualité. Et là, une espèce de mélange entre le sexe et l'horreur. En même temps, il faut quand même très nuancer ça. Et- Quand on regarde les classiques Non, mais d'Universal, on le est- sexe on est est- quand même Le bien sexe là. est toujours présent, bien sûr. D'accord. La différence, c'est que dans Mais- les productions de la Hammer, pour la première fois, on fait vraiment de cette question-là le cœur Voilà, de donc ces films-là. une C'est-à-dire que- exposition de la chose, et Voilà. puis la dimension de la couleur. Alors là, c'est quand même quelque chose d'effectivement assez nouveau. C'est l'apparition d'un fantastique en couleur et d'un cinéma qui est un peu la politique, une politique de la couleur, c'est-à-dire qui utilise la couleur de façon extrêmement concertée, avec des objectifs et vraiment une fonctionnalité. Vers le fameux rouge de Terence Fisher qui se balade dans l'écran, Jack Asher, de Jack Asher, le donc chef qui est le opérateur. grand chef opérateur. Il y a vraiment une espèce de pensée de la couleur au sein du fantastique de la Hammer. Donc ça, pour vous, c'est les deux éléments. Sexe et horreur mélangés d'un côté, et puis cette espèce d'apparition d'un fantastique, cette obscénité de la couleur, du chromatisme. Voilà, mais d'ailleurs, ces deux éléments, en réalité, sont au service l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'esthétique sanglante fischerienne s'appuie complètement sur le jeu des couleurs, et il ne s'agit pas simplement de filmer le sang systématiquement. Ça peut être... quand on regarde ces films, on voit très régulièrement une tache rouge qui s'y promène. Ça peut être un élément de mobilier, ça peut être un rideau, ça peut être un tableau, ça peut être le regard du comte de Dracula, ou le sang directement quand il le filmait. Mais c'est vraiment, ça participe d'un tout. Et d'un tout qu'on pourrait... que lui-même avait qualifié de matérialisme fantastique à l'époque. C'est-à-dire que si on Qu'est-ce qu'il prend... entendait par là? Voilà, si on prend l'histoire un peu du fantastique au cinéma, on a eu, dans les années 20, avec le fantastique allemand, on va dire la peinture d'un inconscient collectif. Dans les années 30, on a eu... comment dire, on a eu la représentation poétisée d'un imaginaire fantastique. Dans les années 40, avec les productions Val Lewton, Jacques Tourneur, Robert Wise, etc., on a eu au contraire un espèce de cinéma de l'indicible, de l'invisible. Et au contraire, avec Terence Fisher, pour la première fois, on a un cinéma avec des monstres de chair et de sang qui évoluent dans un monde bien réel. Et c'est notre monde, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que la grosse différence entre les productions Universal et les productions Hammer, qui traitent donc des mêmes mythes, des mêmes monstres, c'est que les films de la Hammer se passent systématiquement dans une société extrêmement précise, c'est la société victorienne. Il y a vraiment un enracinement dans une période historique donnée. Certains ont pour cadre l'Allemagne ou les Carpates. Oui, mais c'est toujours une Allemagne revue et corrigée sous le prisme de la société victorienne. C'est la Transylvanie du cauchemar de Dracula renvoie évidemment à... Alors justement, à propos de la couleur dans les films de la Hammer, évidemment, on a été marqué, j'ai des souvenirs assez précis là-dessus, par le choc suggéré par les affiches. Quand on était provincial, par les affiches de la Hammer, qui étaient vraiment, c'est vrai pour l'époque, quelque chose d'extrêmement violent et intense. Quand on était parisien, on pouvait avoir droit au fronton des cinémas spécialisés comme le Midi Minuit ou le Colorado. Mais néanmoins, quand on voit le film, ce qui est marquant, c'est que la photographie de Jack Asher a néanmoins quelque chose de passé, de délavé, de déteint. C'est ça qui est d'autant plus extraordinaire. Il y a beaucoup de teintes qui sont des teintes fanées, fades, qui ne sont pas du tout des teintes pétantes, comme dans la tradition du cinéma populaire. C'est un film et le automnal, sang, et voilà, réalité. exactement, Voilà. et le sang apparaît là-dedans comme une véritable giclure. Comme un Ça tripping aussi- de Pollock, je me souviens d'une analyse, Voilà. je ne sais plus Du, quel, du drifting, voilà. C'est le train qui... Ah, dans la zut. vie des Du fantasmes. dri- Bah oui. du C'est pas drift- grave. du Comme quoi, il a drifting. dit les bonnes choses. Ah bah Nicolas oui, non, mais Stanzik. c'est une logique de contraste, évidemment. Voilà. C'est tout est fait pour mettre en scène l'explosion du sang à l'écran. C'était vraiment ça l'enjeu. Et c'est ce qui, évidemment, a choqué tout le monde à l'époque. Quand on reprend, donc, oui, on pourra revenir à Télérama, parce que c'était Qui se vraiment... fait, Quel bouc émissaire pratique. Non, mais qui se fait il y assassiner. a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier par rapport à Il est Télérama, brouillé. c'est qu'ils sont le relais de la cote de l'Office catholique. Et à l'époque, l'Office catholique possède des salles. Et il y a une dimension politique, le cinéma à la messe. C'est-à-dire que quand il y a la cote 5, c'est à proscrire. C'est-à-dire que si vous êtes un bon catholique, par devoir moral, vous devez vous abstenir, même si vous êtes adulte.
Il y avait une critique, je me souviens comme ça, de La Nuit du loup-garou, où il y avait marqué explicitement à proscrire par discipline chrétienne. Voilà, et vous voyez comment ça rejaillit admirable. sur l'exploitation. C'est pas simplement des gens qui vont dire, c'est que évidemment toutes les salles qui sont plus ou moins dirigées, comme aujourd'hui il y a des salles RSC qui sont municipales, là les salles étaient patronales. C'est évident que ces films-là risquaient pas d'avoir droit de cité dans ces salles-là. Il faut bien comprendre ça. Et de même. Si tout d'un coup la Hammer peut tout d'un coup s'ouvrir au sexe plus ouvertement que ce qu'on faisait dans les années 30, même si on regarde Freaks de Todd Browning, qui est un film terriblement sexuel, c'est aussi lié à l'avancée de la censure. Et quand on regarde l'histoire de la Hammer et l'histoire de la Hammer gothique, on voit bien comment le sang, la représentation du sang se déplace parce qu'elle devient de plus en plus licite. Et c'est vrai que c'est le mérite de Fisher et de Asher d'avoir su faire ça. C'est-à-dire que, notamment dans les Frankenstein, il n'y a pas que le sang, il y a tous les membres des morts qu'on va réunir toute une pour dimension faire Frankenstein, putride. et qui se promènent dans des bocaux de toutes les couleurs. Mais ça c'est quand même nouveau à l'intérieur du cinéma fantastique. Si mes souvenirs sont bons, Absolument. dans l'univers de James Whale, qui est quand même un Anglais totalement épris d'ombre et de lumière, de toute une espèce d'univers. On a plus affaire à des spectres, à des ombres, qu'à de la putréfaction. Oui, Il y a quand même Bava. Mais Bava, alors, mais Bava- ça, mais les Bava, Italiens c'est- viennent voilà. troubler le jeu dès 55 avec les trouble vampires de monstrueusement Ricardo le jeu. Bava, bien sûr. Moi, je vais juste dire quelque chose là-dessus, parce que Voilà. la question de la couleur, Jack Asher, bien sûr, mais je veux dire, c'est qu'il y avait dans l'image temps ou mouvement, je ne sais plus, de notre ami Gilles Deleuze, qui parlait à un moment donné de Terence Fisher. La plupart du temps, c'est le seul moment où il parle de Fisher, et on retire toujours ces trois lignes-là, il dit quelque chose de très très juste, lorsqu'il dit effectivement que le vampire d'un seul coup n'est plus que réduit qu'à sa pulsion, etc. Et moi, il me semble que l'opposition dont parle d'ailleurs Jean-François Roger dans un des entretiens que vous avez donné dans la seconde partie du livre, il faut rappeler que le livre est construit en deux parties, un essai d'abord sur l'histoire de la réception, et puis une seconde partie aussi volumineuse d'ailleurs, de séries 5 d'entretiens. ou 6 entretiens Avec très des- longs, tout à des fait cinéphiles, passionnants. avec cinéphages de plusieurs générations, hein. On Emblématiques. va d'Alain De Schlokov, Michel Christophe Caen, Lemaire jusqu'à Jean-François jusqu'à Roger. Jean-François Roger. Tout ça pour dire que ce qui était intéressant, c'est la façon dont, lorsque Deleuze parle de Terence Fisher, il loue chez Fisher finalement l'idée que finalement le vampire maintenant n'a plus besoin d'avoir un alibi, etc. C'est la pulsion qui parle. Et moi, il me semble que autant chez Fisher, la couleur est toujours au service de l'exacerbation de la pulsion. C'est-à-dire que ça reste pour moi un cinéma extraordinairement thématique, Fisher. Alors qu'en face, et le sang et la couleur est utilisé dans cette optique-là. L'idée de finalement de faire craquer la société puritaine, mais on est d'un point de vue thématique, alors ça peut être d'un point de vue catholique, la sexualité, la libération, etc. Alors que chez Bava et chez les Italiens, je veux dire, alors les traditions baroques, opératiques, etc., on est tout de suite sont des formalistes. C'est pour ça qu'évidemment Fischer, il va du côté de l'épure, il va vers le début, on pourrait dire, il cherche le classicisme, alors que Bava, et là pour moi, est profondément moderne. C'est-à-dire que je vois par exemple, alors Oui, évidemment, je ça n'est que comprends mon point de vue. cette Je ne position-là, vois, pour moi, il n'y a aucune modernité chez Fischer, sachant que la modernité, ce n'est ni bien ni mal, c'est juste un état, on peut être formidable sans être moderne, et c'est juste, au mieux, un super classique, sous-entendu les purs, etc. Alors, bressonien, c'est ce que disait Sauté Philippe tout à l'heure. Alors qu'évidemment, chez Bava, on est en 58, 59, 60, 61, 62, 63, et les Italiens de la période, là, la couleur, elle est mentale. Alors que chez Fischer, la couleur ne surgit toujours qu'à un niveau strictement thématique, du point de vue de la justification des personnages, le sang, la sexualité, etc. Chez Bava, non. À la limite, elle peut être mentale aussi chez Fischer, dans la mesure où cette tache rouge qui se promène comme ça dans l'écran, quelque part, c'est le point de vue à travers lequel, selon lui, l'homme perçoit le monde. C'est-à-dire qu'on perçoit le monde à travers nos pulsions. Donc il y a aussi cette dimension-là, mentale de la couleur. La grande différence, c'est que là, ça ne devient pas des images et une forme chez Fischer, alors que ça le devient chez Bava. C'est-à-dire que chez Bava, on va vers l'abstraction totale, il n'y a plus que de la forme, il n'y a plus de récit, alors que chez Fischer, on va vers des personnages de plus en plus, on pourrait dire, tirés d'un seul trait, hein, et une forme extrêmement austère, comme vous disiez. C'est-à-dire que c'est deux trajets opposés. En même temps, est-ce que Le Corps et le Fouet n'aurait pas pu être un film à meurtre? Absolument. Non, bien un Avec film, justement Christopher Lee. Mais là, on parlait de Bon l'évolution. exemple, Que bon devient exemple. l'un, que deviennent Que l'un et devient l'autre. l'un oui, voilà. Bon Parce exemple. que la couleur, Bava n'y vient pas tout de suite. Non, Donc, ni Freda. Non. et ni Freda. C'est en cela qu'il y a quand même, il faut reconnaître à la Hammer le primat de la nouveauté. Et, Ah oui, et l'idée, il y a des intervenants qui le disent dans le livre, c'est les premiers à penser le cinéma d'horreur en couleur. Alors après, il y a ce débat de la modernité, mais c'est quelque chose de très neuf et ça joue, à mon sens, dans la réception. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a vu des films en noir et blanc et tout d'un coup, de voir des couleurs, les couleurs, ce
que tu disais tout à l'heure, le sang comme un draping sur le mur, ça c'est le générique du cauchemar de Dracula, ça devient autre chose. On a une autre perception, et c'est en cela qu'on peut concéder que Fisher est un formaliste dans sa recherche, même si après il est battu par Bava sur ce terrain-là. Alors on en reste là dans de l'analyse formelle des films. Intéressons-nous maintenant un peu à la réception et au discours critique. Alors je le répète, le Frankenstein s'est échappé, c'est novembre 1957, et puis l'organe, on peut dire, la revue qui va prendre fait et cause pour la Hammer et défendre le fantastique fischerien, c'est 1962, Midi Minuit Fantastique, Michel Caen, Alain Lebris, Jean-Claude Romer, etc. En 5 ans, entre les deux, là, justement, dans cette période de 5 ans, comment ont été un peu reçus ces films de la part du public et de la critique ? Parce que visiblement, sur ces 5 années, il y a tout un travail qui se fait chez certains qui créeront cette revue, mais pour les autres. Dans la majorité des cas, en fait, ces films sont reçus dans le plus grand silence. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas et on ne les voit pas, tout simplement. En tout cas, pour ce qui concerne la critique. Ceux qui en parlent, ils en parlent bien, mais ils en disent du mal. Donc ça, c'est Télérama. Voilà. Bon, voilà. Okay. Ça, on a déjà évoqué leur cas. Et donc, ça se limite à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu... faut quand même rendre justice un petit peu à Télérama quand même, au moins pour 2 articles. Il y a eu André S. Labarthe qui a écrit des articles positifs, notamment sur le premier Frankenstein et surtout sur le deuxième, c'est-à-dire La Revanche de Frankenstein, qui lui avait plu dans une perspective de film de science-fiction. Il venait d'écrire sur la science-fiction à ce moment-là. Alors, vous avez profondément athée, c'est marrant. Et le fait de traiter du mythe de Frankenstein sous cet angle donc athée, ça pouvait que plaire à un journal catholique. Voilà, lui redonner son statut d'hypothèse de science-fiction lui avait plu. Bon, en dehors de ça, effectivement, tous les autres articles sont extrêmement négatifs. Quoi. Alors ça, c'est la réception critique, la réception publique. Il y a quand même un positif, il le cite, notre ami. Le boutiquier. J'y étais pas. Non, mais attends, il y a 2 numéros. Il y a 2 numéros sur la H-Picture. Absolument. C'est quand même. Voilà. Non, mais... Avec un article signé Jean-Paul Torok. Ouais, avec cette idée, parce que là, ça porte la clé de tout le développement après. C'est-à-dire qu'à Positif, on défend la Hammer par rapport au cinéma de genre. Après, à Midi Minuit, par exemple, Michel Caen, il le dit clairement, il défend la Hammer par rapport à un cinéma d'auteur, et ça se retrouvera au cahier sous la plume de Houdard, c'est-à-dire qu'on défend Fisher comme auteur. Alors que, et là, c'est la grande question, à mon sens, du fantastique dans les années 60. C'est-à-dire que, est-ce qu'on défend le cinéma en tant que genre, et dans ce cas, on va mettre les Italiens et Corman, en gros, pour schématiser. Et Roy Watt Baker, et aussi les médiocres ou les moins connus là. Voilà. Ou sinon, est-ce qu'on se la joue puriste, pur et dur, au risque d'être dans une impasse à un moment par rapport à Fisher ? Parce qu'il y a comme une sorte de là, creux. pour le coup, c'est ce que j'ai vraiment essayé de montrer dans le livre, avec la pluralité des entretiens. C'est-à-dire qu'il y a 10 entretiens et il y a vraiment 10 regards, enfin peut-être pas 10 regards différents, mais en tout cas, il y a vraiment un grand nombre de points de vue différents sur le cinéma de la Hammer. Il y a entre Noël Simsolo qui défend par exemple l'auteur Fisher et qui estime qu'en dehors de Fisher, la Hammer n'existe pas, il n'y a rien d'autre, ou quelqu'un comme Francis Moury qui lui au contraire défend la Hammer comme concept, défend la Hammer comme concept et défend tout en bloc, c'est-à-dire que... Et Jean-Claude Robert qui défend le fantastique et qui dit qu'il n'est pas si fou que ça de la Hammer, alors qu'il est au numéro 1 de Midi Minuit. Ça aussi, c'est intéressant. Non, mais c'est extrêmement passionnant. Effectivement, donc paysage contrasté de la part de la critique et de la part du public. Quels sont un peu les chiffres sur ces 5 années ? Alors, ça, c'est un grand avantage du livre. Vous allez répondre à la question, mais ça, je veux dire, vous avez fait toute une recherche en allant dans le film français. C'est-à-dire que c'est pas Internet et on a les chiffres. Ça, c'est un vrai travail que vous avez été faire. C'est pas un chercheur Wikipédia. Que vous proposez en annexe, donc qu'on peut trouver très facilement après pour s'y reporter. Et ça, c'est aussi un des gros atouts du livre. Nicolas Stanzik. Alors là, les chiffres sont très différents de ce qui a pu se passer aux États-Unis. Si on prend aux États-Unis, les films sont rivaux du pont de la rivière Kwai. Voilà, c'est-à-dire que l'immense triomphe. Frankenstein s'est échappé dépasse même le pont de la rivière Kwai. En France, quand Frankenstein s'est échappé sort, je crois qu'on a à peu près 60 000 entrées, quelque chose comme ça, 59 000 entrées, et ça correspond à peu près à 1/10 du nombre d'entrées du pont de la rivière Kwai. Donc on a vraiment, c'est pas du tout la même chose. Aux États-Unis, ces films-là étaient attendus parce qu'on connaissait très très bien les classiques de l'Universal. Ils repassaient à la télévision. On avait annoncé un grand renfort d'ailleurs de publicité. Michel Caen qui les a vus à la télé. Voilà, il les avait vus dans les années 50. Ça lui donne une avance sur d'autres. Voilà, ouais.
Et en France, évidemment, donc on a oublié tous les classiques de l'épouvante des années 30. Et donc, un nouveau Frankenstein, c'est pas vraiment parlant. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. À tel point, d'ailleurs, que le comité de censure ne fait pas du tout interdire aux jeunes spectateurs le premier Frankenstein. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent vraiment pas à ce film-là. C'est à se demander s'ils l'ont vu. En revanche, comme ils voient que ça marche quand même un peu sur le deuxième, là, il va être interdit au moins de 16 ans. Et donc dans toute cette période-là, on a grosso modo des films qui ne dépasseront jamais les 100 000 entrées. Voilà, les plus Et qui gros... sortent dans quel type de réseau ? Et qui sortent en gros dans le réseau des salles de quartier, des salles des boulevards, Donc les salles de quartier, c'est un cinéma de non-exclusivité, donc voilà, un alors, cinéma un peu déqualifié. Exactement. Il y a des salles pellicules d'exclusivité dans lesquelles il peut. Il y a une salle d'exclusivité. Voilà, il y a une salle d'exclusivité pour ce type de cinéma. C'était le midi-minuit à l'époque. Alors justement, on va en parler. Là. Voilà, et le midi-minuit était une salle spécialisée qui alternait des films érotiques et des films fantastiques. Alors les films érotiques à l'époque, évidemment, ça correspond pas à l'érotisme des années 70 ou aux films porno, c'est les nudies allemands, ce genre Jacques de Simer choses. raconte bien ça dans son entretien. Il montre comment, dès l'instant qu'il y avait un bout de sein, hop, on collait ça au midi-minuit. Et quitte à rebaptiser les films, le premier film de Ferreri Break-Up s'appelle Érotisme et Ballon Rouge. On y passe Monica. Qui se fait rebaptiser Monica ou Le Désir. Voilà, le film de Bergman. Et c'est inouï de voir qu'une semaine, il y a un crimi allemand, une semaine, il y a un nudise français ou un Benazeraf, et une semaine, il y a Bergman. Et le même public, et ça, il raconte tout ça, qu'il y avait un rendez-vous le mercredi matin quand le programme changeait, donc à la première séance, qui finalement était à 10h et non à midi, comme le titre l'indique. Et la programmation de cette salle était à la fois fantastique et érotique, au point que quand il crée le journal Michel Caen-Lebris, il rajoute fantastique. Fantastique, pour bien préciser l'orientation Que éditoriale. bon, l'érotisme, oui, mais à condition qu'il soit dans le fantastique. Il n'y aura pas d'article dans la revue, il n'y a pas d'article sur l'érotisme pur. Et en même temps, c'est une spécificité de l'époque, c'est-à-dire que tous les amateurs de fantastique, du coup, sont érotomanes, c'est-à-dire qu'ils aiment l'un et l'autre. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, et quand on regarde des films comme Hostel 2 ou Martyr, je suis très frappé de voir que ces jeunes gens parlent d'associations criminelles qui kidnappent des jeunes filles et qui ne leur font rien sexuellement. C'est quelque chose d'inouï et qu'on n'aurait pas imaginé dans les années 50. En plus, c'est totalement irréaliste. Jean-Baptiste Otto. Je ne réponds pas à ce que vient de dire Philippe, parce que je ne mets pas du tout Martyr et Hostel 2 dans le même sac. Mais Non, on non, en parlera hors hors juste champ d'un et point off de vue après. thématique. Non, mais ce que je voulais juste dire, et c'est quelque chose que rappelle bien Nicolas dans le livre, c'est que ce contexte-là dont on parle aussi bien en termes d'entrée, de critique, etc., il y a quelque chose qui est quand même spécifique à la France, et qui évidemment ne touche pas les États-Unis, beaucoup moins l'Italie, etc., qui est la question de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a cet article de Jacques Siclier qui met en rapport, évidemment, Hiroshima, mon amour, et la et souffrance les films de la sérieuse Hammer. et la souffrance fin. Alors ça, c'est passionnant parce qu'on pourrait dire autant le débat puritain entre, on pourrait dire d'un côté entre les grenouilles de bénitier et les puceaux qui ont envie de voir des seins à l'écran, qui est toujours actif aujourd'hui. Alors aussi, ça se passe sur Internet, mais en fait, au fond, c'est pas très intéressant. Il y aura toujours des grenouilles, et il y aura toujours des gens qui disent qu'il ne faut pas les grenouilles. Et des alors qu'ils le sont. bénitiers. C'est vrai que le rejet Par est contre, beaucoup plus large en voilà, fait, à l'époque. exactement. Il n'y a pas simplement Voilà, le les rejet est plus puritains. large, mais C'est-à-dire que cette association, c'est-à-dire du fan de genre, cinéphage, il suffit d'aller au séances de cinémathèque et les puceaux, on en voit. Bon, ce que je veux juste te dire, par contre, ce qui reste, et ça c'est beaucoup, à mon avis, beaucoup plus intéressant, et qui a quelque chose qui a la dent dure, et qui a un cliché critique encore aujourd'hui vivace, on pourrait dire dans la pensée qui compte un peu, parce que évidemment, bon, c'est la question du réel et de l'imaginaire. Que peut-on montrer après Hiroshima? Est-ce qu'il est vraiment responsable, moral, possible de montrer des cadavres démembrés? Là, on parlait d'Hostel, mais c'est un débat qui court encore aujourd'hui, alors qu'on a eu les camps. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est quelque chose, en gros, on pourrait dire cette espèce d'héritage basinien, à la fois le respect du réel, etc. C'est quelque chose qui est un des clichés critiques encore aujourd'hui extrêmement fort et que vous montrez bien, que même la Hammer, et déjà, on pourrait dire la Hammer, subit déjà cette espèce de stupidité profonde. C'est-à-dire que cette idée qu'il y aurait d'un côté le réel qu'il faudrait respecter et de l'autre un cinéma de l'imaginaire fantastique qui amoral pour la violence, enfin, etc. Voilà, ça, c'est intéressant. alors ça, ça reste aujourd'hui. C'est quelque chose dont on s'aperçoit très très clairement avec la Hammer dans la presse communiste à l'époque. Quand on prend l'Humanité, les plus féroces condamnations de ces films-là en dehors de Télérama, c'est l'Humanité tout simplement à l'époque. Et il y a effectivement un article, je crois que c'était à propos on retrouve la vieille cauchemar collusion de la Dracula. loi de 49 contre la bande dessinée, Voilà, entre on retrouve cet aspect-là le des parti choses. catholique et le parti communiste. Mais à propos du cauchemar de Dracula, il y avait eu un article de Jacques Deltour, si je me souviens bien,
qui en mettait d'un côté Nuit et brouillard de René et de l'autre côté Le cauchemar de Dracula. Alors, d'un côté, il reconnaissait que Le cauchemar de Dracula c'était bien fait, tout en précisant Terence Fisher est un faiseur. Et en même temps, il précisait bien que pour lui, ça lui posait problème parce que un film comme Le cauchemar de Dracula, avec son horreur fantastique, détourne de l'horreur réelle du monde. Alors, mais ça, c'est Voilà. intéressant parce que cette distinction que vous mentionnez là, qui est évidemment rétrospectivement caricaturale, autant ça grotesque, il n'empêche qu'elle est toujours active aujourd'hui de façon plus perverse, plus déguisée, plus subtile. Mais là-dessus, pour le coup, on n'a pas beaucoup bougé. Enfin, une partie de la critique qui, on pourrait dire majoritaire, n'a pas beaucoup bougé. Oui, mais ça c'est quelque chose dont on n'est pas vraiment, sorti. Si on regarde à nouveau les films de la Hammer, le seul moment où tout d'un coup il y a une espèce d'unanimité et où ce cliché-là tombe, c'est autour de 68-69. À ce moment-là, tout le monde s'est mis d'accord sur ces films-là, de Télérama, Grand en passant retournement par de veste, l'humanité, les cahiers Donc il du a fallu cinéma. 10 ans quand même. Tout le monde, à ce moment-là, finit par dire le plus grand bien de la Hammer, et y compris si c'est pas Terence Fisher. Je crois que la vraie humanité totale de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est sur Dracula et les femmes de Freddy Francis, qui est pourtant pas forcément le meilleur de la série. Voilà. J'aime bien le film, mais c'est pas le meilleur, quoi. C'est très clairement. On va terminer avec vous, Nicolas Stanzik, en évoquant, il faut quand même l'évoquer un peu, cette revue Midi Minuit Fantastique, fondée par Michel Camp et Alain Lebris, éditée chez Eric Losfeld en 1962, qui a été la première revue française spécialisée, européenne spécialisée en littérature fantastique, qui donnera plus tard, évidemment, l'écran du fantastique, Mad Movies, des gens se sont engouffrés après dans ce... Alors qui que là, viennent du directement, Fanzina. Midi Minuit, c'est directement une revue. C'est vrai, et en même temps... Et ça, faut rendre hommage quand même à l'écran cette... fantastique, leur grand modèle, c'était Midi Voilà. Minuit Fantastique. C'était ça. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on parlait de Jean Boulet. On va terminer avec lui, notre père à tous. Jean Boulet était du côté de James Whale. Quand même, c'était plutôt quelqu'un qui portait intérêt au cinéma fantastique des années 30, à James Whale, au Frankenstein de la première époque, et qui était extrêmement critique sur la Hammer. Alors, Il ne voyait pas les films. Oui. En fait, il ne s'intéressait pas à la Hammer en tant que tel parce voilà. qu'il vivait dans le passé. Mais en revanche, il y a un article très célèbre dans Midi Minuit Fantastique numéro 1 qui s'appelle Terence Fisher ou la permanence des mythes, où il défend la Hammer contre d'autres fantasticophiles de ces années-là qui étaient des amoureux de l'épouvante classique des années 30. Et il défend donc les films de la Hammer sans les avoir vus. C'est-à-dire non, mais lui, c'est une mais tradition il les chez défend. Boulet. ça. Voilà. Mais il les défend parce que justement, ils remettent au goût du jour Frankenstein et Dracula. En gros, lui, c'est la propagande permanente pour Frankenstein et Dracula. Voilà, il n'y a de bon bec que là. Donc, peu importe, si on refait des films là-dessus, c'est que c'est très bien. Et comme... Alors, mais c'est un truc, c'est pour ça que je fais un peu des bons quand vous dites c'est notre père à tous, parce que Oh oui, mais j'aime bien, on Boulet. respecte Jean Boulet, mais il n'a pas du tout notre manière de penser. Ah non, C'est-à-dire c'est un autre problème. Il pense lui-même. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée pour Boulet que puisque les films de James Whale et de Todd Browning sont invisibles, techniquement, sont même presque réputés perdus, eh ben, on a ce Fisher qui vont nous permettre, ça remplace, hein, ça équivaut, ça nous permet d'être dans le bain de Frankenstein et Dracula. Et puis alors, il y a quand même cette histoire, et il le dit à Jean-Claude Romer, il le dit aux gens à l'époque, en disant... Ma chance à moi, c'est que les gens ne puissent pas voir ces films dont je parle. Car au fur et à mesure, il les enrobait de mille et une anecdotes. Moi, j'ai lu son article il en rajoutait dans les Bizarre, détails. sur le masque d'or. sur le masque d'or, mais c'est incroyable. Il explique, il parle de crocodile, d'effets nus. Et je veux dire, évidemment, quand on voit le film Jean Boulet. de 1935, on n'a pas Ouais. tout ça. Je veux dire, j'ai été déçu la première fois que j'ai vu le Masque d'Or parce que j'avais lu l'article de Boulet avant et je trouvais ça beaucoup plus plat que les trucs baroques. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est là dans le premier numéro de Midi Minuit parce que presque Losfeld, l'éditeur, l'impose comme le grand ancien qui donne son cachet, son imprimatur à la jeune équipe. Et il se fâche avec eux dès le numéro 3. Oui, dès le numéro 3, c'est très rapide. Mais en revanche, Boulet, effectivement, lègue en réalité ses mythologies personnelles, à mon sens, à toute la cinéphilie fantastique de l'époque. C'est-à-dire il lègue cette vision des choses qui consiste à dire que le cinéma fantastique a été perpétuellement, tout au long de son histoire, outragé et qu'il s'agit de le venger. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui passe dans ça. Est-ce qu'on a beaucoup changé aujourd'hui? Parce que vous donnez la parole, c'est la seconde partie de votre ouvrage, Nicolas Stanzik, à combien 10 intervenants. 10 cinéphiles emblématiques, de Michel Camp, et... donc fondateur de Midi Minuit Fantastique, à Jean-François Roger, initiateur des soirées du cinéma bis à la Cinémathèque française. On est toujours dans cette idée d'une défense,
d'une croisade, d'une espèce de... Bien sûr, ouais, c'est une idée que les amateurs de fantastique aiment toujours. C'est l'idée de la forteresse assiégée qu'il faudrait Je trouve que le défendre. discours est quand même sur le plan idéologique et sur le plan du projet culturel assez stable. En créant Midi Minuit, Michel Cohn avait une certaine idée d'une défense d'un idéal de cinéma. Et puis en créant son Midi Minuit, qui sont les soirées du cinéma biche, Jean-François Roger fait un peu la même chose. Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, Mais attends. il va plus loin parce qu'il y a Non, eu mais- le cycle Fischer et le cycle Franco qui a complètement débordé ça. Oui, bien sûr. Enfin, bon, il y a la beauté du geste, bien sûr. Mais très franchement, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque Cronenberg, Craven, Romero font un film, ils font la une de Cahiers, de Petit et de Libération. On est bien Alors d'accord. la forteresse, elle est au moi, Mais il y a plus je de pense que c'est forteresse, même oui. complètement Moi, l'inverse. je parle du Oui, discours, comme- attention. oui, mais bon, Je parle oui, pas de comme la il y a plus réalité de du forteresse, fait, je parle comme- du discours En, des en remake. réalité, le Je sais pas. fantastique s'est imposé. Ça, Bien c'est sûr, évident. il s'est oui. imposé. Oui, on pourrait dire qu'ils ont gagné. Alors, Bien d'une sûr. D'ailleurs, si certaine on façon, prend c'est Michel fini. Cohn, lui, il estime avoir gagné au détour de 70-71. Mais Il arrête absolument. l'idée du Il fantastique arrête. à ce On moment-là. arrête. Il dit voilà, ça y est, on a Il se imposé tourne vers le Fischer, porno. on a imposé Bien sûr. notre cinéaste symbole. Absolument. Donc du coup, c'est bon, le fantastique est imposé. Bien sûr, c'est que la question juive, la forteresse dont vous parlez, il y a toujours Non, des officines j'en qui parle se... telle Non, que c'est. bien entendu. Voilà, mais Il y a- c'est une mythologie. C'est Cette dans ce sens-là que mythologie c'est apparaît intéressant. dans le Auquel discours. se La rattachent différence, les fans, c'est parce qu'il qu'ils est ont évident ça que dans bon, leur boutique, Calmez-vous. Dans le livre de Nicolas, il y a la réalité d'une forteresse assiégée, peu importe la qualité des gens de la forteresse et ceux qui sont à l'extérieur, peu importe, il y a une réalité. Aujourd'hui, la forteresse, elle est complètement mentale, elle est fantasmée même par des gens qui totalement, aimeraient qu'elle mais existe. totalement. Mais je veux dire, lorsque Lord of Absolument. the Dead, encore une fois, fait la une de Libération lorsqu'il sort, de quoi parle-t-on? Je veux dire que le discours a complètement intégré l'idée qu'effectivement, même jusqu'au dandysme, par moments presque déviant, on pourrait dire, l'idée que Margheriti, Bergman, Bresson, Franco, tout ça c'est la cinémathèque. Donc là, on parle bien d'histoire du cinéma au sens de ce qui a eu lieu. Et en même temps, Dernier mot, Nicolas Stanzik. chez Jean Boulet aussi, l'idée de la forteresse assiégée, elle est effectivement réelle à l'époque, mais elle est aussi mentale. C'est-à-dire qu'il réinvente aussi l'histoire de ce cinéma-là. La manière dont il en parle, dont il parle de la censure, qui martyrise ces films-là. Enfin, il imagine des séquences de torture où on s'amuserait à passer les coups de rasoir dans les pellicules. Il y a une espèce de manière de parler de ces choses-là qui relève effectivement déjà d'un imaginaire. Donc Mais voilà, non, cette notion d'imaginaire était présente hier, elle est toujours Et présente. Jean-François Roger Un dit mot. quelque chose, a tout à fait raison lorsqu'il dit c'est tout le paradoxe de la cinéphilie. A fortiori, on pourrait dire que la cinéphilie fantastique étant une version par moments dégénérée Ou ou radicale, radicale ou- de la cinéphilie normale. Le paradoxe, c'est de vouloir à la fois imposer un auteur et de détester le partage. Et donc aujourd'hui, évidemment, ça pose un problème gigantesque puisqu'il faut choisir son terrain. À l'époque, ça a plus de sens. Mais je trouve que ce paradoxe est passionnant et là, pour le coup, il existe toujours. Et Michel Cohn le dit. C'est incroyable. On a été un peu déçus, on est content, mais on est un peu déçus quand notre goût est finalement partagé C'est par normal. tous. Nicolas Stanzik dans les griffes de la Hammer, un ouvrage désormais classique, messieurs. Oui, C'est non, tous très, ceux qui très, très Avant même s'intéressent à... parution, il était Voilà. C'est l'ouvrage qui nous manquait sur nos Voilà, étagères. Parce que c'est pas absolument. du tout, les auditeurs l'auront compris, c'est pas du tout une histoire de la Hammer, ça on avait déjà ça Oui, en plusieurs abondamment. exemplaires. C'est ce que la Hammer a représenté et c'est une histoire de la cinéphilie française, et d'une part de la du cinéphilie fantastique. française entre 1957 et 1973. Merci Philippe Rouillet, Nicolas Stanzik. Vous restez avec nous, nous passons maintenant à nos chroniques. La première d'entre elles, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street de Tim Burton, qui sort en DVD. A customer. Wait, where's your rush? Where's your hurry? You gave me such a fright, I thought you was a ghost of a minute. Can't you sit? Sit you down, sit. All I meant is that I haven't seen a customer for weeks. Did you come in for a pie, sir? Do forgive me if me head's a little vague. What was that? But you think we had the plague? From the way that people keep avoiding? No, you don't. Heaven knows I try, sir. But there's no one comes in even to inhale. Right you are, so would you like a drop of ale? Mind you, I can hardly blame them. These are probably the worst boys in London. I know nobody cares to take them. I should know, I make them, but good no, the worst boys in London. Even that's polite, the worst boys in London. If you dare to take a bite, is that just disgusting? You have to concede it. It's nothing but crusting. You drink this, you need it. The worst pies in London. And no wonder with the price of meat what it is when you get it. Never thought I'd live to see the day. Many think it was a treat for them poor.
And it Voilà, vous was reprendrez bien un petit pâté à la chair humaine, mon cher. Oui, alors bon, moi j'ai eu envie de choisir Sweeney Todd parce que d'une part parce que c'est un film que j'ai trouvé important et puis c'était une continuation, me semble-t-il, de l'école Hammer. D'ailleurs, pas dans ce film, mais dans ses précédents, Tim Burton a fait jouer Christopher Lee, qui apparaissait clairement. Un film comme Sleepy Hollow était vraiment bon. Et là encore, dans Sweeney Todd, qui est l'adaptation de la comédie musicale de Stephen Sondheim, il y a ce côté amérien. Déjà dès le départ, avec dans ce rouge qui circule Voilà. dans un... Et puis la volonté de recréer un Londres gothique et victorien, alors que dans le spectacle musical de Sondheim, il est très clairement ancré, daté 1875. Chez Burton, c'est beaucoup plus évanescent. Et ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs de voir l'utilisation de la couleur. Un certain nombre de gens ont été déçus par le film en disant Tim Burton, ce qui est fort, c'est l'opposition de l'ombre et la lumière, et là, c'est tout noir. Effectivement, le film est entièrement dans des registres de gris, de brun, de noir, et ça me semble au contraire très intéressant de voir comment la noirceur a complètement contaminé le personnage de Johnny Depp. On se souvient évidemment d'Édouard aux mains d'argent. Il avait des ciseaux en guise de main. Là, il a son rasoir, il ne l'est pas greffé, mais il y avait une jeunesse et un espoir fou. À un moment, il dit en brandissant son rasoir, mon bras est enfin complet. Et ben voilà, il y avait un espoir fou dans Édouard aux mains d'argent et il sculptait de la glace dans son parc. Là, il sculpte de la chair humaine en tranchant les gorges et il fait de son échoppe un charnier. Hein. Et cette noirceur est tout à fait passionnante et contrebalancée par le lyrisme des chansons de Stephen Sondheim. L'édition DVD est bonne pour ce qui est du rendu de la copie. C'était pas forcément facile à rendre. Par contre, je vais tirer les oreilles à Warner sur son disque de bonus qui est une sorte de foutage de gueule. C'est-à-dire que c'est du saupoudrage de tout et de rien. On voit, chacun défile pour dire que ça a été une bonne équipe. Alors, il y a des volontés de nous faire une histoire du Grand Guignol à l'écran, mais ça dure 19 minutes et c'est que du blabla. Et il y a 5 minutes à la fin pour nous montrer un théâtre à San Francisco qui fait du Grand Guignol. Bon, donc l'histoire, elle est légère. Ton livre n'est pas montré ? Exactement. Et on nous parle de la comédie musicale, il y a Sondheim qui apparaît, mais ça reste assez fumeux. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que Warner a édité en Espagne la captation du spectacle musical de Sondheim. Et évidemment, je l'ai ramené de mon périple estival. Et l'intérêt, c'est qu'on peut comparer. On peut comparer, et en comparant la captation, là, il y avait l'occasion de faire un vrai bonus. Parce qu'en voyant la comédie musicale, on s'aperçoit ce que Burton a retranché. Et en regardant ce qu'il a retranché, on comprend mieux son projet. C'est-à-dire qu'il a retranché 3 chansons qui étaient des chansons plutôt heureuses, pour se recentrer sur la tragédie du personnage. Le happy end n'existe pas. Une chanson, quand on explique qu'on peut faire des tourtes, puisqu'il s'agit de faire des tourtes à la viande humaine, que le goût du curé ne sera pas le goût du jus, etc. Oui. C'est extraordinairement drôle sur scène quand c'est chanté par Angela Lansbury qui fait une... Alors que chez Burton, ça devient sinistre, angoissant, terrible. Et là, c'est l'exemple de l'édition manquée en DVD. Ils avaient les droits. Qu'on ne vienne pas me dire qu'ils auraient pu faire quelque chose de très beau et c'est dommage. Enfin, le film mérite quand même qu'on s'y intéresse. Et le DVD, donc, est à recommander à nos... Voilà, mais on peut l'acheter en édition simple. Voilà, très bien, ce qui devait être dit. Et dit, on s'intéresse maintenant à une remarquable collection de cinéma populaire italien parue chez SNC. Et voilà donc la bande-annonce d'un des très bonne découverte de cette série, Le Géant de Métropolis. Mets-toi à genoux devant Iota, le roi de Métropolis. Le roi de la cité maudite, qui ne s'est jamais servi de sa science que pour tuer. Tu vas bientôt ressentir dans ta chair les effets de notre terrible puissance. Tu ne saurais imaginer la vie que l'on mène dans mon pays. Les hommes y sont libres, ils fraternisent et sont toujours prêts à s'entraider. Amour! Ne le tue pas. Père, je t'en supplie, sauve Métropolis. Non! Père! Père! Je ne veux pas! Père! 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 Emmène-moi loin d'ici. Fais-moi voir encore le ciel. Le Géant de Métropolis. Une passionnante et dramatique histoire interprétée par
Gordon Mitchell, Roldano Lupi, Liana Orfei, Furio Meniconi, Homero Gargano, Marietto, par la ravissante Bella Cortez. Et enfin, par la plus grande interprète qui soit, la nature. Et l'indomptable puissance de ses forces destructrices. Voilà la bande-annonce française du géant de Métropolis, d'Umberto Scarpelli, 1961, qui est pour moi une des découvertes vraiment les plus intéressantes de cette série donc du cinéma populaire italien paru chez SNC. C'est quoi le géant de Métropolis ? C'est une espèce de péplum futuriste qui mélange à la fois le mythe d'Hercule et de Maciste et le mythe de l'Atlantide, puisque donc Gordon Mitchell arrive dans une cité perdue qui est un petit peu au sein d'un paysage lunaire totalement pelé et dévasté. Et c'est un film qui vaut notamment par des décors absolument extraordinaires et puis une reconstitution de la fin du monde dans la grande tradition du cinéma populaire, c'est-à-dire effondrement de cités en carton, flots et torrentueux qui submergent une populace effrayée. C'est vraiment un très très bon film. Ça a été, moi c'est mon choix, Jean-Baptiste. Alors vous de votre côté, oui c'est mon choix. Oui. Non, moi ça sera non, j'ai un mauvais souvenir. Non, moi c'est en fait c'est un choix global. C'est-à-dire que je trouve que l'idée que SNC de sortir comme ça une série de films par DVD, une sortie de série de films qui sont tous des films de genre, donc italiens, réalisés entre 58 et 1964. On est sur une période qui est quand même assez... Tout cela est remasterisé. Remasterisé, des copies parfaites. Alors en termes de bonus, c'est bien, c'est la portion congrue. Bon, à la limite, on s'en moque. Ce qui compte, c'est de pouvoir voir la terreur des Kirghizes, le géant de Métropolis, celui qui vous a marqué, Machi dans les mines du roi Salomon, Machi sans enfer dans une copie absolument impeccable, film de Freda. C'est déjà un événement en soi. Alors, deux films pour le prix d'un, c'est ça le bonus. Absolument. Alors il y a quelques petites erreurs sur les jaquettes. La terreur des Kirghizes, anciennement appelée la vie érotique d'Ursus, la charge de la brigade rouge. Si un film de Ruggero Deodato, Anthony Dawson évidemment le pseudo de Margheriti. Bon, Deodato est assistant réalisateur. Je dois quiconque de trouver la patte du bourreau des tortues à l'intérieur de cette terreur des Kirghizes. Alors en fait il faut prendre on pourrait dire cette collection dans son ensemble. On est à un moment de l'histoire très rapidement de l'histoire du cinéma italien où le western se prépare à pointer son nez. 64, on parlera plus tard dans d'autres émissions de Winnetou, les Allemands sont déjà sur les chevaux, par contre l'Italie pas encore. Donc en 64 le western n'est pas encore là, mais par contre c'est la fin, l'apogée, le zénith, la fin, la dégradation, voire par moments on pourrait dire la version transcendée du péplum. Donc on a parmi tous ces films-là, donc Machi dans les mines du roi Salomon, Machiste en enfer, La terreur des Kirghizes, Machiste contre Zorro, Samoa, la reine de la jungle, Samoa, la reine de la jungle, de l'Orient, Edwige Fenech et Femi Benoussi, ça je pense à Christophe Beer, ça devrait lui faire plaisir. Tout à fait. Samoa, la reine de la jungle, qui est un petit film d'aventure évidemment. Il faut aimer le kitsch, il faut être là pour le coup extrêmement indulgent et aimer c'est un film du plaisir, de la jouissance du spectateur. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire que on est à ce moment finalement du péplum où on a d'un côté, on pourrait dire des films sérieux, encore sérieux, c'est le cas de l'Esclave de l'Orient qu'on est quand même très content de voir, l'Esclave de l'Orient pour des amateurs de Léon dont je suis, auquel évidemment Léon a collaboré au scénario, film de Mario Bonnard 58, qui reste encore un péplum très sérieux. Trahison, intrigue de palais, coursive, du côté du mélodrame, presque doloriste par moment, enfin le grand on va dire cinéma populaire italien, que Bazin détestait tant. Donc là on est vraiment là-dedans, l'esclave de l'Orient, ça se passe à Corinthe au moment où Néron charge Antigone de percer l'isthme. Donc voilà, et on a une espèce de petite bluette implosible, tragique entre le sculpteur Démétrius et puis une esclave de Romaine, et le film verse dans le catéchisme presque total, puisqu'à la fin évidemment on a ces chrétiens opprimés. Donc ça, c'est la version très sérieuse du péplum. Beaucoup plus intéressant, ce qui arrive dans 2, 3, 4 ans plus tard, et il y a les machistes avec Kirk Morris, Reg Park, qui sont pour les gens qui s'intéressent à cette période des acteurs fameux. Alors évidemment, ils ont le charisme d'une huître. Il n'empêche que sont des acteurs. Ils sont fameux. C'est les culturistes. Alors moi, je sélectionne. Alors il faut voir Machi dans les mines du roi Salomon. Il faut voir. Mais Machiste en enfer. Machiste en enfer, film de Riccardo Freda, film en couleur. Kirk Morris qui joue le rôle de Machiste. Le film a été tourné dans les grottes de Castellana près de Bari. Et donc c'est un film extrêmement curieux. C'est Les sorcières de Salem, Écosse 1630. Machiste en slip arrive sur un cheval et sous un arbre descend dans les enfers. Alors là on a le croisement évidemment incroyable. Alors c'était le cas de la terreur des Kirghizes, c'est un peu ça. C'est le mélange bizarre entre la psychanalyse et le fitness. Là c'est le mélange entre Salem et l'Antiquité et l'enfer de Dante. Et là,
pour ceux qui ont vu La Casa Madre d'Argento, qui sort ces jours-ci en Chez DVD. Chez Chez Dans une C27. édition double DVD. Il est passionnant là pour le coup d'aller revoir immédiatement après Machiste en enfer de Freda, réalisé un an après Hercule contre la conquête de l'Atlantide de Vittorio Cotafavi, là qui était un péplum psychédélique. Là on a affaire à un péplum dantesque, on a des croisements qui ne sont pas équivalents. Il faut voir évidemment, alors là pour le film totalement moderne, avec 1000 guillemets, scénario totalement répétitif, Machiste contre un cyclope, Machiste contre le tigre, Machiste contre le feu, Machiste contre une déesse, etc. Aucune histoire, mais en fait le film n'est qu'un alibi à un déploiement, là pour le coup formel phénoménal de Freda qui ne s'intéresse plus qu'à ça, comment figurer l'enfer de Dante. Donc dans cette collection, tout voir, mais petit conseil quand même, Machiste en enfer, Ricardo Freda, 62. Merci Jean-Baptiste. Rapidement, Nicolas Stanzik, vos signatures. Oui, il y a une signature d'organiser à propos du livre au MK2 Bibliothèque le samedi 20 à 16h30 et le samedi 27 à Strasbourg, à la FNAC de Strasbourg, une autre signature avec Caroline Munro qui s'était bien fait connaître dans Dracula 73. Donc à la FNAC de Strasbourg et dans Maniac effectivement, et dans Star Crash également, et donc là dans le cadre du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Merci Nicolas Stanzik. Je rappelle votre livre qu'il faut lire et relire, donc Dans les griffes de la Hammer aux éditions Scali, traité également ce soir Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street de Tim Burton en DVD, et puis la collection du cinéma populaire italien donc chez SNC avec Le géant de Métropolis, La terreur des Kirghizes, Massiste en enfer et Massiste dans les mines du roi Salomon, et puis également L'esclave de l'Orient. Merci messieurs, toute l'équipe de Mauvais Gens, Brigitte Mazier, Yves Baudry, Claire Martin-Dugard, Jean-Baptiste Toré, Philippe Rouillet et François Joliet vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain avec Étienne Robial pour la sortie en DVD de Peur du Noir.